Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des Idées au clair. Cette émission vous propose de dialoguer autour des différents travaux menés par les équipes de France Stratégie sur des sujets fondamentaux pour bien comprendre le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, parlons du PIB. Existe-t-il d'autres possibilités de mesurer la santé économique d'un pays? Peut-on encore penser la croissance comme on le faisait pendant les 30 Glorieuses, il y a plus de 40 ans? Qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? Avec l'aide de nos invités, nous allons nous remettre les idées au clair sur le PIB, cet indicateur controversé. Et n'oubliez pas que c'est avec vos questions et vos réactions que nous construisons cette émission. Alors n'hésitez pas, réagissez sur le hashtag Idées au clair. Bonjour Vincent Sius. Bonjour. Alors, vous êtes chef du département économie-finance à France Stratégie. Absolument. On va démarrer par le commencement. On parle de PIB, mais c'est quoi le PIB, Vincent Sius? Le PIB, c'est un indicateur qui mesure la richesse produite en une année par la population du pays. Donc, c'est les ressources dont nous disposons pour vivre, pour répondre à nos besoins. Est-ce qu'on a tant besoin que ça de mesurer la richesse d'un pays? À quoi ça sert? C'est important pour voir effectivement le développement, l'évolution de la société et la capacité à répondre à nos besoins. Nos besoins sont immenses, donc il faut qu'on puisse effectivement y répondre. Et c'est l'indicateur du PIB qui le mesure. Alors c'est l'indicateur roi. On n'a pas forcément l'impression qu'il est si controversé que ça. Mais finalement, pourquoi on dit qu'il n'est pas tellement adapté à notre époque, qu'il a évolué? Alors il s'est imposé, et c'est une construction historique, il s'est imposé après la Seconde Guerre mondiale où c'était particulièrement important de produire et de répondre à des besoins. Les pays avaient été en grande partie détruits, les besoins de la population étaient très importants, ils le sont toujours. Et donc effectivement, on a mesuré la qualité de l'évolution de la société, de son développement, de son progrès, uniquement sur sa capacité à produire toujours plus de richesses. Et ça a été un peu la toise à laquelle on a mesuré le progrès et la compétitivité, le résultat des économies. Donc effectivement, c'est un indicateur qui a plus de 70 ans. On le verra un petit peu plus tard dans cette émission, mais il y a besoin de l'affiner, il y a besoin de le changer un petit peu. Les besoins ont évolué. Il a des imperfections qui sont importantes. Notamment, il ne mesure pas la répartition de ces richesses dans la société. Il ne répond pas non plus à la nécessité qui s'affirme de plus en plus de préserver les ressources naturelles du pays. Par ailleurs, il ne dit rien sur la soutenabilité, la solidité de la croissance. Donc effectivement, il y a des imperfections importantes, il est important de le compléter. Alors France Stratégie travaille beaucoup sur ce sujet. Par exemple, dans le cadre du rapport Quelle France dans 10 ans, remis au président de la République en juin 2014, ou dans une note d'analyse aussi, quels indicateurs pour mesurer la qualité de la croissance. Pourquoi France Stratégie travaille sur ça? France Stratégie a un rôle de prospective, de regarder plus loin que le court terme pour l'évolution du pays, la conduite des politiques publiques. Donc ça fait absolument partie de notre rôle de regarder justement la qualité de la croissance, sa soutenabilité. Et pour ça, effectivement, il nous faut des indicateurs complémentaires au PIB. Ces indicateurs existent, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ne se sont pas imposés dans le débat. Ils n'ont pas réussi à concurrencer effectivement l'indicateur roi, qui est dans un peu tous les discours de politique publique, qui est donc le PIB. Dans un instant, on va passer à la seconde partie de cette émission et rejoindre notre deuxième invité pour continuer de dialoguer justement autour de ces indicateurs, pour aller à la recherche de nouveaux indicateurs. Mais avant cela, je vous rappelle que cette émission se fait avec vos contributions, avec vos réactions. Vous pouvez réagir donc sur Twitter, n'oubliez pas le hashtag Idées au clair, et toutes les publications, tous les travaux dont nous parlons, que nous abordons dans cette émission, vous les retrouvez évidemment sur le site stratégie.gouv.fr. Nous rejoignons Claudia Sénic. Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Et vous êtes l'auteur d'un essai étonnant sur l'économie du bonheur, édité au Seuil. Pour lancer cette première phase de dialogue, ce débat, nous avons reçu une question sur Twitter. Pourquoi est-ce le PIB qui s'est imposé comme indicateur de croissance? Qui veut répondre? Vous voulez? Je vous laisse.
C'est un indicateur au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui permettait de mesurer comment la société était capable de répondre aux besoins de la population. Donc c'est dans un pays en reconstruction, c'était particulièrement important et c'est important de regarder effectivement que les besoins matériels, immatériels de la société sont satisfaits. Mais là, on parle là d'un indicateur donc, qui a 70 ans. Il est complètement obsolète. Est-ce que je me trompe en disant ça? Il n'est pas, non, il est pas complètement ni obsolète du tout. En fait, je dirais, moi, il est insuffisant et on va en parler, mais il reste très important parce qu'en fait, il mesure le flux de richesses qui sont valorisées collectivement, socialement, auxquelles les gens peuvent accéder au cours d'une année. Donc, c'est quand même, c'est une mesure de bien-être de la population, bien-être, disons, acquis de manière qui passe par la sphère marchande. Donc, ça n'explique pas tout, mais c'est quand même important. Et est-ce qu'en 70 ans, il a quand même subi quelques évolutions? Est-ce qu'il a changé? Il a changé, effectivement, il a été adapté, notamment pour prendre en considération des activités qui ne passaient pas nécessairement par le marché, qui n'étaient pas nécessairement par des activités rémunérées. Mais voilà, donc il a évolué, il s'est élargi, mais il reste encore très imparfait. Claudia Sénic, vous êtes donc l'auteur d'un essai, d'un ouvrage, L'économie du bonheur. C'est quoi l'économie du bonheur? L'économie du bonheur, c'est... Ça fait rêver en tout cas. C'est l'idée de mesurer maintenant le déclaratif, le subjectif, les perceptions, comment les gens finalement ressentent leurs conditions de vie. Et donc l'économie du bonheur, c'est le moment où les économistes se demandent, mais finalement, tous ces objectifs que l'on poursuit, justement, le PIB, l'emploi, etc., est-ce que finalement ça atteint, ça rend vraiment les gens plus heureux, puisque c'est ça tout de même l'objectif ultime, c'est d'accroître le bien-être des populations. Le PIB, c'est un objectif intermédiaire. L'objectif ultime, c'est le bien-être. Comme le bien-être, a priori, c'est dur à mesurer, on mesure le PIB, beaucoup plus facile. Mais puisque depuis maintenant un certain nombre d'années, on a les moyens de mesurer ces aspects déclaratifs et subjectifs, eh bien, on le fait. Donc ça, on va le voir un petit peu après. Et avant de remettre quasiment totalement en cause le PIB, je vous propose de regarder un court extrait vidéo. C'était à Lille lors d'un débat autour du rapport « Quelle France dans 10 ans ?» On se retrouve juste après. Au cours des échanges évoquant le changement de notre modèle de développement, la question des indicateurs économiques a été posée. Nous vivons sur la domination d'indicateurs qui sont le produit intérieur brut et la croissance. Leur limite est que ce sont des indicateurs de moyens et non pas des indicateurs de finalité. Ce dont nous devrions nous doter, c'est d'indicateurs de finalité sociale et écologique. Il en existe, il suffit d'aller les chercher. Alors Jean Gadret parle là d'indicateurs de finalité. C'est quoi, Vincent Sillous, un indicateur de finalité? C'est les fins que la société et que les individus décident collectivement de poursuivre, donc d'améliorer leurs conditions de vie. C'est quoi des meilleures conditions de vie? Ça, c'est des objectifs qu'on peut se fixer. Effectivement, le PIB, comme d'autres indicateurs, mesure simplement l'effort, les moyens qu'on peut y mettre pour y répondre. D'accord. Moi, je me pose une question. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui compte pour un pays? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer de la richesse de notre pays? Est-ce si important de montrer la richesse de notre pays, d'ailleurs? Mais en fait, montrer. C'est-à-dire que mesurer, c'est gouverner, c'est ce qu'on dit toujours. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on décide de mesurer quelque chose et qu'on affiche cette volonté, et que cette volonté est suivie par la population, c'est-à-dire que cet indicateur va être observé, et à ce moment-là, le gouvernement est obligé de faire attention à cet indicateur, puisqu'il va être jugé sur sa capacité à faire augmenter ou à maintenir cet indicateur qui est maintenant observé par tous. Donc, c'est une manière de se focaliser, de se concentrer sur un certain objectif. Donc, c'est... Vincent Sillous, oui, Non, absolument. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de compléter cet indicateur par d'autres indicateurs qui vont porter l'attention sur d'autres sujets qui avaient été occultés jusqu'ici, ou en tout cas qui étaient très au second plan, l'environnement, les inégalités, d'autres dimensions. Alors, est-ce qu'on peut prendre en compte aussi, dans la mesure de la richesse d'un pays, l'endettement, sa soutenabilité? Il faut effectivement, une des faiblesses du PIB, c'est qu'il ne tient pas en compte de la solidité de la croissance. L'exemple des crises, notamment en Espagne, où la croissance a été très forte pendant quelques années, mais a été construite sur une faiblesse du sable, en quelque sorte, et s'est effondrée ensuite. Il faut effectivement des indicateurs qui permettent de vérifier que la croissance est solide et robuste, qu'elle est durable. D'accord.
Un mot, Claudia? Oui, mais en fait, le PIB, c'est un peu le niveau de vie. C'est comme pour un ménage ou un pays, c'est le niveau de vie, c'est comment on vit au cours d'une année donnée. C'est un flux. La dette, l'environnement, les ressources naturelles, etc., ce sont des stocks. Donc si on vit au-dessus de ses moyens, si on vit une année de manière qu'on ne puisse pas maintenir au cours des années suivantes, on est dans une dynamique qu'on appelle insoutenable. Donc il faut faire attention à ce que le niveau de consommation qu'on a au cours d'une année soit compatible avec les ressources dont on dispose et qu'on peut renouveler au cours du temps. C'est un peu ça l'idée, c'est les flux et les stocks. En fait, c'est une des conclusions du rapport Stiglitz qui avait été fait en 2009, qui montrait qu'il fallait mettre l'accent sur les stocks. Une petite question sur Twitter que nous avons reçue, toujours sur le hashtag IdéoClair. Malgré les limites du PIB, faut-il vraiment d'autres indicateurs? Lesquels? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre à lesquels, parce qu'on va le voir après, mais est-ce qu'il faut vraiment d'autres indicateurs? Oui, il faut d'autres indicateurs parce que, comme le disait Claudia Sénic, c'est important pour les politiques publiques et pour que les décideurs mettent l'accent dans leur choix sur d'autres dimensions que juste la croissance de la production. Donc il est important d'avoir des indicateurs qui attirent et qui portent l'attention sur d'autres dimensions, l'environnement, comme je le disais, ou d'autres. Moi, je me pose donc beaucoup de questions, mais une question notamment, comment ça se passe ailleurs, à travers le monde? Beaucoup de pays se sont intéressés à ces indicateurs, notamment dans la suite du rapport Stiglitz. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique, énormément de pays dans le monde ont emprunté cette démarche. C'est également une démarche internationale, l'ONU, l'OCDE, l'ensemble des institutions internationales ont emprunté ce chemin et ont fait beaucoup de progrès dans la mesure du bien-être, dans la mesure d'autres indicateurs complémentaires au PIB. On va regarder maintenant une petite vidéo qui témoigne des échanges riches menés dans la concertation amorcée par France Stratégie et le Conseil économique, social et environnemental. Et on se retrouve dans moins d'une minute pour parler de ces nouveaux indicateurs. Ce qu'on veut faire, c'est un tableau de bord annuel qui s'inscrive donc dans le calendrier des décideurs, le projet de loi de finances par exemple. Nous nous mettons dans un cadre international, dans la lignée des travaux de Stiglitz, pour trouver des indicateurs qui repèrent à la fois le bien-être maintenant, le bien-être des générations futures et le bien-être ailleurs, c'est-à-dire des populations autres. Et sur les trois dimensions, dimension économique, dimension sociale et dimension environnementale. Une vingtaine de thèmes sont actuellement explorés, de la dispersion des revenus au climat, en passant par le travail et l'emploi, la santé, l'éducation ou la biodiversité. Objectif, identifier une dizaine d'indicateurs pertinents, de bonne qualité statistique, faciles à interpréter et comparables dans le temps. Ce ne sont pas des indicateurs qui évoluent sur longue période qui nous intéressent. C'est des indicateurs sur lesquels, d'une année sur l'autre, on puisse voir les effets de la politique qui est menée par le gouvernement. Alors on le voit, ces échanges réunissent beaucoup de monde et s'inscrivent dans le débat national ayant pour thème « Quelle soutenabilité pour notre modèle de croissance ?» France Stratégie et le Conseil économique, social et environnemental, on l'a vu, sont à l'initiative d'une concertation dont l'objectif est d'élaborer un tableau de bord d'indicateurs complémentaires au PIB. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? De quoi s'agit-il? Absolument. Il est très important pour ces indicateurs complémentaires qu'ils soient issus d'une concertation la plus large possible, une concertation citoyenne pour leur appropriation par la population, par l'ensemble des Français. C'est donc ce que nous avons mené sous différentes formes, avec une consultation en ligne, avec une consultation via des ateliers. Voilà, et donc on attache beaucoup d'importance au fait que ces indicateurs soient issus de cette concertation, parce que ça va leur donner plus de force et plus de poids dans le débat public. Alors là, du coup, on en arrive à une question cruciale de cette émission. Quels peuvent être les nouveaux indicateurs? Qui veut commencer? Claudia Sénic? Non, mais il y a toute une série d'indicateurs possibles. En fait, les indicateurs doivent mesurer ce qui compte pour les gens dans l'immédiat et de manière intertemporelle, c'est-à-dire pour l'avenir. Donc moi, j'insiste sur le fait que le PIB et la croissance, c'est quand même essentiel. L'emploi, évidemment. Ensuite, il y a la contrainte écologique. Il faut absolument que ça devienne quelque chose de visible et d'observable pour qu'on soit obligé d'en tenir compte. Et puis ensuite, tout ce qui apparemment compte, c'est ce qu'on a appris en tout cas avec l'économie du bonheur, bien sûr la répartition de la richesse, les anticipations, les perspectives futures,
le capital humain, c'est-à-dire les moyens dont les gens disposent pour développer leurs capacités et les exprimer. Enfin, il y a plein de choses. Un citoyen heureux égale un pays heureux et un pays enrichi. Absolument, absolument. C'est important, on le sait, au sein des entreprises, c'est important au sein d'un pays. Le sentiment de bien-être est déterminant dans la croissance et déterminant, bien entendu, dans la manière dont le pays se porte et sa population. Alors est-ce que cela a finalement du sens de parler, de remettre en cause le PIB, de parler d'indicateurs complémentaires, alors que nous traversons une période très fragile, très délicate? Absolument. C'est pour ça que le PIB demeure important, parce qu'il mesure tout de même les richesses, les ressources dont la population bénéficie, qui répond à leurs besoins. Donc c'est important, mais il est important de regarder, comme on le disait, leur répartition dans la population. Et c'est très important, y compris dans une période de crise, bien entendu. C'est important, même dans une période de crise, puisqu'on est de tenir compte de la contrainte environnementale, de la transition énergétique. On ne peut pas continuer sur un modèle de développement qui épuise les ressources de la planète, on le sait, et donc il faut absolument, par des indicateurs complémentaires, que l'ensemble de la société tienne compte de cette contrainte intertemporelle, de la planète que nous allons passer aux générations futures. Laisser notre empreinte. Claude Essénic, un mot peut-être en complément? Non, mais ce qui serait intéressant, c'est justement d'essayer de montrer et de mesurer la mesure dans laquelle on arrive à découpler la croissance qui est un objectif et qui le restera du PIB et le respect de la contrainte écologique. Si on arrive à modifier la nature de la croissance et de la richesse en réduisant notre empreinte écologique et l'utilisation des ressources naturelles, alors là, on aura gagné. Petite question sur Twitter, à nouveau sur le hashtag IdéoClair, vous n'hésitez pas. Quelle place pour les indicateurs de développement durable? Et en fait, juste avant d'y répondre, je vous propose une dernière petite vidéo où nous allons parler de l'investissement bas carbone de l'Europe. Le développement durable comme baromètre de la croissance d'un pays, un éclairage supplémentaire pour les décisions de politique publique. La question du climat, en plus en cette année 2015, est cruciale. Aujourd'hui, notre groupe de travail a retenu l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la consommation nationale. Et cela me paraît être tout à fait en phase avec des préoccupations concernant l'évolution du climat. Une petite réaction sur ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'entendre, Vincent Sious? Absolument, il faut tenir compte de la contrainte climatique, comme on le disait, de la nécessité de la transition énergétique. La difficulté, c'est nous devons influencer les choix d'investissement, notamment dans des technologies moins intensives en carbone, les choix de consommation également. La difficulté, bien entendu, c'est qu'on ne change pas nos modes de consommation, nos modes de production du jour au lendemain. On l'a vu, il est très difficile d'augmenter le prix du carbone pour le rendre effectivement compatible avec et motiver la transition énergétique. Donc on a une difficulté entre l'objectif de moyen long terme et la contrainte de court terme. Mais en même temps, c'est un peu inévitable. Hein. Mesurer le résultat, c'est très bien. Mais ensuite, pour y arriver, il faut quand même, moi je reste une économiste, il faut quand même que ça passe à un moment donné par les prix, si c'est possible. Enfin, quand c'est possible, ça serait vraiment dommage de s'en priver, et même ça serait un peu... Oui, ça marcherait pas. Ça serait un peu se tirer une balle dans le pied que de ne pas vouloir mettre des prix sur des choses qui coûtent beaucoup au bien-être des générations présentes et futures. Absolument. Il faut que les prix augmentent, le prix du carbone, pour que, effectivement, petit à petit, nous changeons nos habitudes pour des modes de production, de consommation plus respectueux. Et des transports les plus polluants, et des modes de production les plus polluants, etc. Chez France Stratégie, vous avez fait une note d'analyse, une proposition pour financer l'investissement bas carbone en Europe. Et à l'intérieur de cette note, on parle de subordonner le financement de la BCE à des critères d'efficience écologique. Ça veut dire quoi, ça, en clair?
Concrètement, cette proposition essaye de résoudre la difficulté de l'objectif de long terme, de la transition énergétique et de la contrainte de court terme que nous ne pouvons pas changer du jour au lendemain nos habitudes de transport, de consommation, de production. On peut dans une certaine mesure, mais tout ne peut pas être changé immédiatement. Des usines qui produisent avec telle ou telle source d'énergie, c'est extrêmement coûteux du jour au lendemain de changer de mode d'énergie. Mais il faut le faire. Il faut le faire et pour cela, on peut utiliser le rôle de la Banque centrale européenne en attribuant une valeur sociale au carbone, qui sera différent du prix aujourd'hui du carbone, ce prix ayant vocation à augmenter, mais à augmenter graduellement. Et pour donner le signal qu'il faut investir aujourd'hui dans la transition énergétique, c'est via le certificat carbone qui correspond à la valeur sociale du carbone. On est bientôt à la toute fin de cette émission et une fois n'est pas coutume, c'est la deuxième émission. J'aimerais vous laisser le mot de la fin à tous les deux, si vous aviez un dernier mot sur ce thème. Claudia Sénic, Vincent Sius. Je crois que c'est un sujet qui doit intéresser tout le monde, dont tout le monde doit se saisir, puisqu'en fait, c'est si la population s'intéresse à ces indicateurs que nos politiques, nos comportements, à la fois dans la sphère publique, dans la sphère privée, vont évoluer. Et c'est très important de prendre en compte des objectifs pour les générations futures. On ne peut pas construire une croissance uniquement en regardant le temps présent. Il faut anticiper cette croissance et transmettre aux générations qui vont nous suivre une société et une planète dont elles pourront tirer tous les avantages. Claudia Sénic, pour finir. Non, moi, je me réjouis de la diversification des indicateurs. Je pense que si on mesure et qu'on publie des indicateurs qui correspondent vraiment aux attentes et à l'intérêt des populations, ça va les mobiliser et augmenter leur participation au débat politique. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, Claudia Sénic, que vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarqué sur l'économie du bonheur, au Seuil. Merci donc de nous avoir permis de nous remettre les idées au clair sur le PIB et sur la réflexion autour de nouveaux indicateurs pour mesurer notre croissance. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième émission. Retrouvez tous les contenus que nous avons évoqués ensemble sur le site de France Stratégie et sur sa web TV, tv.stratégie.gouv.fr. À bientôt pour un nouveau numéro des idées au clair.